Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour découvrir ensemble l'actualité du jour. Une actualité marquée par l'arrivée du rallye Monte-Carlo cet après-midi. Et c'est un résident monégasque, Thierry Neuville, qui l'a emporté. Il a devancé au classement général Sébastien Ogier, avec lequel il s'est livré une belle bataille. En sport co, la Roca Team s'est imposée cet après-midi face à Chalon-sur-Saône, alors que hier soir, les footballeurs monégasques ont dû se contenter, eux, du match nul de partout face à l'OM au stade Vélodrome. Et hier soir, à Marseille, la SMFC s'est battue en pensant à Jean Petit, légende du club qui s'est éteint cette semaine à l'âge de 74 ans. Nous lui rendrons hommage dans ce journal avec les témoignages de deux hommes qui l'ont bien connu. L'ancien président du club, tout d'abord Jean-Louis Campora, mais aussi l'ancien joueur Luc Sonor. Les célébrations de la Sainte Dévote se sont achevées hier soir à Monaco après 2 jours de festivités. Et c'était une première. Un concert à la bougie a été donné en la cathédrale. Nous y étions. Reportage à suivre. Quel que soit le mois, quelle que soit la période de l'année, il est important de donner son sang. Cette semaine a été marquée par une opération de collecte à la Croix-Rouge monégasque. Et puis nous verrons également que c'est Monaco qui a remporté cette semaine le concours du Grand Cordon d'Or de la cuisine française grâce à une jeune concurrente du lycée Raylier 3. L'épreuve s'est achevée à la mi-journée. On connaît donc le nom du vainqueur de l'édition 2024 du rallye Monte-Carlo. Ce n'est pas un inconnu à Monaco et au palmarès de l'épreuve, Frédéric Hélion. Effectivement, Patricia, après 2020, deuxième succès sur le rallye Monte-Carlo pour Thierry Neuville. Le Belge ne possédait que 3 secondes 3 d'avance sur Ogier avant le départ de l'ES15 à 7h04. Mais le pilote Hyundai s'est montré intraitable ce dimanche en réalisant 3 nouveaux scratchs sur les 3 spéciales de la matinée, avec en prime le meilleur temps sur la Power Stage. Neuville fait donc le plein de points pour débuter la saison. C'est une très belle victoire. Je ne pense pas que c'est la plus belle, mais elle fait du bien, c'est clair, de battre Sébastien ici, qui avait qu'une envie, c'était de gagner ici ce week-end, et qui pouvait se permettre de prendre plus de risques que nous ce week-end, parce que voilà, il joue pas le championnat. Mais on a réussi à vite prendre le lead quand on a commencé à attaquer fort. Et on s'est bien installé en tête. Thierry Neuville a dominé à la régulière Sébastien Ogier. L'octuple champion du monde termine à 16 secondes du Belge et monte sur le podium pour la 13e fois sur ce rallye mythique. Il devra attendre néanmoins pour remporter un 10e Monte-Carlo. Bravo à lui, c'est une belle victoire méritée. Moi de mon côté, j'ai pas forcément à trop rougir. Je pense avoir fait un beau week-end malgré tout aussi et essayer de tout donner pendant l'ensemble du rallye. On a eu une semaine compliquée, comme vous le savez. On a eu un début de course qui n'était pas idéal non plus, avec une position de départ qui a certainement nous a coûté un petit peu également aussi. Malgré tout, on n'a jamais baissé les bras. On a attaqué autant qu'on a pu pour rester dans la bagarre. On a réussi à le faire plus ou moins jusqu'à la toute fin de rallye. Mais sur la fin, Thierry était le plus vite et rien à dire, chapeau à lui. L'autre pilote Toyota, Elfyn Evans, complète le podium. Belle performance d'Adrien Fourmeau, 5e pour son retour en WRC avec Ford. Et pour tout savoir de cette édition 2024 du rallye Monte-Carlo, vous avez rendez-vous avec les experts du rallye sur Monaco Info, Vanessa Dessy, Christophe Paco et Franck Phillips à 19h. Autre résultat du jour, en bobsleigh, l'équipe de Bob à 2 monégasque a terminé à la 11e place en Coupe du Monde à Lillehammer en Norvège. Les sport co, la Roca Team enchaîne sitôt rentrée d'Istanbul avec une belle victoire vendredi soir en Euroleague. Les basketteurs monégasques recevaient cet après-midi Chalon-sur-Saône, dont ils sont venus à bout, salle Gaston Médecin. La SMFC de son côté a dû se contenter du nul de partout hier soir à Marseille, mais c'est un nul dont les footballeurs monégasques peuvent se féliciter puisqu'ils se sont retrouvés en infériorité numérique dès la 11e minute de jeu au Vélodrome. Maripane puis Zakaria ont été exclus et à la toute dernière seconde du match, le Marseillais Vintina aurait pu marquer le pénalty de la victoire, mais il l'a raté. Au classement du championnat de Ligue 1, la SMFC reste 4e à égalité de points
avec Brest 3e. Et hier soir, les Monégasques n'ont rien lâché, donc ils avaient tous en tête certainement le souvenir de Jean Petit, cette grande figure emblématique du club qui est décédé cette semaine à l'âge de 74 ans au lendemain de la Fighters Cup à laquelle il avait assisté au Stade Louis II. Sa disparition a suscité un vif émoi à Monaco. Je vous propose d'entendre le témoignage d'un ancien président, lui aussi emblématique de la SMFC, Jean-Louis Campora, est interviewé par Émilie Rousseau. Bonsoir Président. Bonsoir à vous tous. Merci de nous faire l'honneur d'être sur Monaco Info ce soir pour évoquer Jean Petit, Jeannot comme ses proches l'appelaient. L'AS Monaco vient clairement de perdre une légende. Et oui, le club a perdu la légende emblématique de toutes ces dernières années par le départ de Jeannot, Jean Petit, ce qui est un énorme problème, je dirais, posé à tout le club parce que il était vraiment la figure de proue de notre club. Je pense d'abord à toute sa famille, à tous ses proches, et en même temps à tous ceux qui ont partagé avec lui les joies de l'équipe, les joies et déceptions de l'équipe, et puis à tous ceux qui, pendant la période où il n'était plus joueur, ont apprécié le travail qu'il a fait au club, puisque nous avons partagé 28 ans ensemble, moi de 1975 à 2003. Et après 2003, j'ai quand même eu la chance de le voir, de le revoir dans les tribunes du stade, et toujours d'apprécier sa modestie, sa tolérance et le respect qu'il avait pour tout le monde. Et je crois que ça c'est très important dans ce milieu du sport où on parle de beaucoup de choses, et là on avait un joueur exceptionnel dans sa qualité, sa tolérance, son bon sens et son souci d'essayer d'arranger parfois des causes qui étaient difficilement arrangeables. Donc c'était non seulement un grand joueur, un beau joueur, un bon joueur, mais un monsieur. On va l'évoquer dans quelques instants avec Luc Sonor qui a connu Jean Petit en tant qu'entraîneur adjoint. Vous, Jean-Louis Campora, vous avez eu la chance de le connaître en tant que joueur, mais aussi en tant que membre du staff. C'est-à-dire que moi, je l'ai connu pratiquement dans toutes ses activités, puisqu'il a été joueur vedette, il a été champion de France, il a gagné la Coupe de France, il a fait un nombre incalculable de matchs de Coupe d'Europe, et puis après, il est rentré dans les cadres sportifs, où il a partagé à la fois des missions d'entraîneur adjoint, des missions de recrutement, des missions de conseil, et il était facilement accessible, et deuxièmement, il a une très bonne relation avec l'ensemble des autres clubs. Et ça, dans un club comme le nôtre, c'est important d'être estimé par le club d'à côté, par les différents clubs de l'Hexagone et voir un certain nombre de clubs européens. Et merci à vous, Président. Merci. Et après l'ancien président, un ancien joueur qui était très proche lui aussi de Jean Petit, Luc Sonor a accepté de nous confier le souvenir qu'il garderait de son ami. Bonsoir Luc Sonor. Bonsoir. Quand on vous a contacté pour évoquer la disparition de Jean Petit, vous avez immédiatement répondu oui. Cela vous tenait à cœur de rendre hommage à ce grand homme qu'il était. Quel souvenir gardez-vous à ses côtés, Luc ? Mais que du bon, que du bon. C'est-à-dire que c'est un garçon qui était dévoué. On le voyait, qui était totalement dévoué au club. Moi, j'ai une anecdote quand Arsène Wenger, malheureusement, est un petit peu... on demande à Arsène de partir. On a proposé à Jean de prendre sa place, Jean Petit de prendre sa place. Et il a beaucoup hésité parce que c'était quelqu'un de serviable, c'était quelqu'un de plus, comment dirais-je, plus fan de Monaco que Jean Petit, j'en connais pas, quoi. Et lui, il a simplement dit non, je veux pas prendre ce poste, tout simplement parce que je ne serai jamais à la hauteur d'Arsène, alors qu'il aurait pu l'être. Mais je crois que son amour pour le club a fait que, non, il a préféré, lui, rester comme il l'a toujours été, serviable, et rendre les services au club, être là pour le club, mais pas forcément chercher une prestance et à être le numéro 1, quoi. C'est ce que j'ai toujours adoré chez lui et que je garderai parce que
C'était quelqu'un de toujours présent pour nous, toujours présent quand Arsène ou peu importe, même Kovacs nous embête un peu. C'est lui qui était là pour venir un petit peu mettre l'ordre. C'était le patron. Moi, j'ai toujours dit, et je le redis encore, il y a deux boss pour moi à Monaco. Il y a deux grands monsieur, c'est Jeannot Petit et Jean-Luc Ettori. Voilà, ce sont les deux personnes pour qui j'ai le plus grand des respects. Et, bon, il y en a un qui nous quitte aujourd'hui, mais on gardera éternellement l'image de ce Jean Petit souriant. Jamais il se prenait la tête, il se posait pas de questions. Qu'on perde, qu'on gagne, quel que soit ce que l'on fait. Il était celui qui venait nous consoler. J'ai quand même passé 8 bonnes années avec lui et il va me manquer terriblement, c'est sûr. Son nom restera jamais gravé à l'histoire du club. C'est lui qui a Mais je écrit l'une des l'espère. plus belles pages du club. Ah oui. C'est la plus belle page. La plus belle page, c'est lui. Ben oui, Jeannot, il a été de tout. Tous les titres qu'on a eu à Monaco, il était là. Et moi, j'espère qu'il aura un immense cadre, quelque chose au club pour bien montrer aux petits jeunes, à tous ceux qui vont arriver, à toute la petite relève. Voilà, ce monsieur-là, C'était un gardez-le en grand mémoire, monsieur. quoi. Ouais, moi, j'ai passé 9 ans, presque 10 ans dans ce club. Et il me disait toujours, il me disait, Luc, tu as beau partir où tu veux, tu as beau penser ce que tu veux. Ce club-là, il va te rester dans la tête à vie. Mais moi, aujourd'hui, c'est Jean Petit qui va rester dans ma tête à vie, quoi, En tout cas, avec le merci. club. Merci beaucoup, Luc Sonor, de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir, mais pour évoquer la mémoire de Jean Petit, cette légende de l'AS Monaco. Merci. Ouais. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Hier soir se sont achevées les célébrations de la Sainte Dévote. Un concert inédit à la bougie a été donné en la cathédrale. Voyez et écoutez ce reportage de Justin Adel et Arnaud Humbert. La cathédrale est pleine. Des chants sacrés envahissent ce lieu saint, pour le bonheur des oreilles, mais aussi des yeux. Des couleurs orangées apportent une ambiance particulière. C'est la première fois que cet événement s'installe en principauté pour un concert unique à la bougie. Le tout à l'occasion de la Sainte Dévote et sous les yeux du prince souverain. Nous avons préparé plus de 3000 bougies dans la cathédrale. C'est un partenariat que nous avons fait avec l'archevêché, accueilli par l'archevêché de Monaco, afin d'offrir aux Monégasques et également à tous ceux qui nous ont rejoints, les 790 spectateurs de ce soir, la possibilité de vivre un concert en vivant une expérience par le lieu de patrimoine que nous avons illuminé à la bougie et avec également des projecteurs lumière. Et le chant sacré, nous sommes le festival Sacré Musique, donc c'est le chant sacré qui est le cœur de notre festival, et également le patrimoine, donc ce patrimoine, les bougies et le chant sacré. Le concert est assuré par Ténébré Corps et ses 20 chanteurs, dont le chef d'orchestre de renommée internationale, Nigel Short. Reconnu comme l'un des meilleurs chœurs du monde, il y a de quoi être transporté pendant plus d'1 heure. À différentes reprises, les chanteurs ont évolué dans la cathédrale par petits groupes. Ces derniers se répondaient entre eux. Les chants arrivaient de tous les côtés. Au cours de la soirée, le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III a rejoint le chœur principal pour partager des chants. Un moment inoubliable pour ces jeunes, mais pas que. Le public, lui aussi, n'est pas prêt d'oublier ce moment. Un très joli moment pour clore les festivités de la Sainte Dévote. La Croix-Rouge monégasque a mené cette semaine une opération don du sang dans ses locaux. Une occasion de rappeler que ce geste simple peut sauver des vies. La fille de la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb, a montré l'exemple. Le reportage de Christine Tomel et Lionel Bernardi. Une journée essentielle pour la Croix-Rouge monégasque qui, je vous le rappelle, a fait don en 2023 à une association italienne de son unité mobile de prélèvement de l'amicale des donneurs de sang, puisque depuis 2020, le camion ne servait plus, la législation sur le don de sang dans des stations mobiles ayant changé. Dès lors, c'est dans un espace aménagé au centre hospitalier Princesse Grace que les donneurs se retrouvent à Monaco, unique point de collecte en principauté. C'est pourquoi la Croix-Rouge monégasque a souhaité élargir le périmètre et sensibiliser les travailleurs du quartier de Monte-Carlo au don de sang en leur offrant la possibilité de donner leur sang au siège de la Croix-Rouge monégasque, boulevard de Suisse, aujourd'hui et demain.
Il y a un vrai manque de sang en principauté, que c'est un acte rapide à faire. En plus, en plein cœur de la principauté et sur mon lieu de travail en l'occurrence. Donc je n'ai pas hésité une seconde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous dépendons à 60% des poches de sang qui sont fournies par la France, qu'une poche de sang permet de sauver 3 vies et que donc aujourd'hui, on attend entre aujourd'hui et demain, on attend près de 50 donneurs. Donc on peut imaginer, parce que les rendez-vous sont déjà pris, les créneaux que nous avons ouverts sont déjà remplis et donc ça permet de montrer l'importance du don du sang et je crois aussi la sensibilisation qu'ont eu les personnes dans le quartier pour cette action. Il faut prendre obligatoirement rendez-vous ou est-ce qu'on peut venir comme ça également ? Alors on a prévu des rendez-vous, mais les gens sont tout à fait libres de se présenter et on espère, au-delà des rendez-vous pris, qu'effectivement, avec l'appel qui est fait, les personnes se présenteront. Une initiative donc réussie pour la Croix-Rouge monégasque car sur 10 personnes qui se sont présentées ce mardi matin, 4 n'avaient encore jamais donné leur sang. Vous avez jusqu'à demain soir pour vous rendre au siège de la Croix-Rouge, boulevard de Suisse, afin vous aussi de donner votre sang, un acte essentiel et qui peut, je vous le rappelle, sauver des vies. S'amuser tout en se créant des souvenirs, c'est ce que propose l'artiste Simona B. Elle invite les familles et plus précisément les enfants à se défouler ou laisser parler leur esprit créatif. Fabien Bonilla s'est glissé dans les coulisses de l'un des ateliers à la galerie Gismondi Pastor. Si on dit stop, qu'est-ce qui se passe? On stop. On stop, on arrête. On essaye, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, stop! Simona Bonazzi, artiste plus connue sous le nom de Simona B, laisse libre cours à des enfants sur une toile. L'idée est venue à cette résidente monégasque il y a 11 ans. Cette mère de 3 enfants a voulu créer une carte de Noël familiale originale. Elle propose à ses enfants d'exprimer leur créativité en utilisant leurs doigts comme des pinceaux sur une toile à dimension humaine. Passionnée par la photo, elle immortalise cette expérience ludique et imaginative en photographiant ses enfants en action. À la suite de nombreuses demandes d'amis, elle se lance dans cette aventure et crée Simona B. Elle était en résidence la semaine dernière à la JM Design Gallery. Mon concept, c'est I am the artist. Mais ce n'est pas moi l'artiste. L'artiste sont les enfants. Et je donne la possibilité aux enfants de peindre sur une grosse toile qui fait 2,75 m sur une hauteur de la taille de l'enfant. Et je suis un tout petit peu comme le chef d'orchestre et je les dirige pendant qu'ils peignent. Je ne touche pas le pinceau, du coup, c'est vraiment les enfants qui deviennent des artistes. On va choisir un tout petit peu la couleur du background avec les parents avant qu'ils viennent faire le shooting photo. Je demande aux parents de réfléchir avec leurs enfants d'un thème qui peut leur parler. Ça peut être, pour les plus petits, le début de l'écriture, ou un bonhomme, ou pour les plus grands, de passer un petit message, un message de bonheur pour un anniversaire, ou simplement si on veut faire quelque chose d'abstrait, on peut faire quelque chose d'abstrait, ou reprendre un peintre connu. Tout ça dépend, et c'est mieux que les parents et les enfants ils décident avant qu'ils viennent chez Simona. Ce shooting photo s'est déroulé du côté du Larvoto. En revanche, Simona B possède un studio photo permanent au Palais de la Scala. Un reportage qui va vous mettre certainement l'eau à la bouche à présent. Le traditionnel concours culinaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française, le 41e du nom, a eu lieu mercredi et il réunissait des élèves de lycées hôteliers de la région, mais bien au-delà aussi. Fabien Bonilla et Thomas Deus n'en ont pas manqué une miette. 11h15, le coup d'envoi des épreuves. Un jeune cuisinier commence, suivi un quart d'heure plus tard du deuxième, et ainsi de suite. Ils sont en tout 5 à avoir pris possession des cuisines du lycée Régnier 3. Ils représentent leurs établissements et viennent parfois de loin, du Mexique, de l'île Maurice, de Marseille, de Grasse et enfin de Monaco. En 41 éditions, ce concours est devenu international. Les organisateurs leur ont imposé 2 plats. Le règlement, il est très simple. Chaque année, un thème différent, avec un plat salé et un plat de dessert, un sucré, pour 4 personnes. Cette année, donc, le thème du concours, c'est un loup entier farci en croûte. Donc déjà, techniquement, c'est très difficile. Ils ont 3 garnitures, 2 imposées, une à base de butternut, une à base de choux de Bruxelles et une 3e libre. Et le tout, bien évidemment, agrémenté d'une sauce choron. Pour le dessert, encore une grosse difficulté, parce que ça paraît très simple, mais vous allez voir, c'est compliqué, une crêpe soufflée aux agrumes. Le but de ce concours, c'est de mettre en valeur le travail remarquable qui est fait dans les écoles hôtelières, pour valoriser le travail des jeunes et de leurs professeurs.
Un même thème avec une multitude de variantes, chacun sa technique ou ses secrets, chaque candidat aura 4 heures pour convaincre, à mi-parcours, tout le monde s'active devant un premier jury venu noter la partie technique. J'ai déjà préparé mon loup, il me reste à rouler dans le pâte feuilletée et enfourner. J'ai choisi de faire l'oursin, de travailler sur l'oursin. Donc là je réalise un espuma avec du jus d'oursin, de la pomme de terre et de la crème fraîche infusée au citron. T'es bien là? Très bien, je suis dans les temps, ça va. On est à mi-parcours là à peu près, comment ça se passe? Écoutez, les candidats ils ont l'air à l'aise, il n'y a personne qui panique, tout est fait je pense comme ils ont l'habitude, comme ils se sont entraînés on va dire. Tout se passe pour le mieux je pense. On va voir le résultat maintenant. Fin de l'épreuve, les plats salés puis sucrés sont apportés à un deuxième jury qui a eu pour interdiction de rentrer dans les cuisines et être en contact avec les 5 participants. C'est donc une dégustation à l'aveugle, personne ne sait à qui appartiennent ces plats. Après une journée éprouvante pour ces jeunes, sur le podium, à la 3e place, 3 concurrents ex aequo, les lycéens venus du Mexique, de l'île Maurice et de Grasse. En 2e position, l'élève venu de Marseille. Et enfin, le vainqueur de cette 41e édition, la benjamine de l'épreuve, Wendy Brunengo, du lycée Régnier 3. Je ne m'y attendais pas parce que j'étais la plus petite, j'étais pas... Et non, ça fait vraiment plaisir. C'est un aboutissement parce que j'ai beaucoup travaillé. Donc, Ce n'est pas l'école des fans, il y a eu un véritable classement. En revanche, les 5 candidats sont repartis, tous les bras chargés de cadeaux. Rejoignons maintenant Justin Hadel. Justin, vous nous confirmez que le temps à Monaco demain sera similaire à celui d'aujourd'hui? Effectivement Patricia, comment ne pas commencer la semaine du bon pied quand les conditions météorologiques sont au rendez-vous. Le temps sera identique à celui d'aujourd'hui, même si des entrées maritimes et quelques passages nuageux pourront venir perturber le ciel monégasque dans la matinée. Sur le thermomètre, la température devrait afficher entre 9 et 13 degrés. La mer, elle, ne bouge pas et conserve ses 14 degrés. Attention malgré tout, ces conditions risquent de changer dès mardi, avec un retour éphémère certes des nuages. Le soleil se lèvera à 7h48 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 17h37. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Gildas. Voilà de quoi entrevoir la semaine sous de bons auspices. Comme chaque dimanche, nous nous quittons avec les photos du flashback des années passées. Demain lundi, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à très bientôt sur Monaco Info.